Cela dit, je souhaite donc la bienvenue aux représentants de la Ligue d'Action nationale. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis après, nous allons procéder à la période d'échange avec les membres de la Commission. Alors, encore une fois, bienvenue et je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de faire valoir notre point de vue sur ce projet de loi. C'est la deuxième fois que nous avons l'occasion de rencontrer les parlementaires sur le même sujet. Et nous espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et nous tenons à souligner que nous voulons appuyer fermement la volonté du gouvernement et que nous endossons le projet de loi. Il est important, au bout de 10 ans de tergiversation, de doter le Québec d'une base véritablement solide pour aborder son avenir et l'aborder dans des conditions qui vont permettre la véritable expression de la souveraineté populaire. Et c'est dans ce cadre et pour cette raison que nous soutenons fermement la volonté du gouvernement de procéder en recourant à la clause dérogatoire prévue à la Constitution du Canada. Constitution que nous n'avons pas signée, qui nous a été imposée et que, pour notre part, nous ne reconnaissons toujours pas, même si nous concédons que le gouvernement du Québec a choisi de la respecter, même s'il s'agit clairement d'une mise en tutelle de la souveraineté du peuple. Et à cet égard, nous pensons qu'il est du devoir des représentants élus du peuple québécois de faire valoir la souveraineté de l'Assemblée nationale et de placer la délibération dans l'enceinte de cette Assemblée et nulle part ailleurs. Nous considérons qu'il est absolument superflu et, jusqu'à un certain point, illégitime de concéder à un tribunal une autorité sur la volonté du peuple. Un tribunal qui interprète une Constitution que nous n'avons pas reconnue et qui va le faire en référence à des critères qui ne sont pas ceux sur lesquels est construite la volonté populaire québécoise. Ce recours à la clause dérogatoire, il est également justifié de l'accompagner de l'enrichissement de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Introduire dans cette charte une déclaration de principe que la laïcité est au fondement des droits et de la configuration des institutions qui font la souveraineté du peuple du Québec est un jugement essentiel. C'est un enrichissement de la Charte que nous considérons comme bienvenu. Cet enrichissement, il est aussi, on le sait, justifiable également pour la mettre à l'abri des éventuelles manœuvres que le gouvernement canadien et que des groupes s'en réclamant ou bénéficiant de son soutien vont nécessairement déclencher contre la Charte et contre le projet de loi. Le soutenant, donc, ce principe de la laïcité dans la Charte québécoise, nous allons gagner du temps. Je dis bien gagner du temps puisque nous savons que ce projet de loi, même adopté avec l'appui de l'Assemblée nationale, sera contesté. Il sera contesté pourquoi? Parce que dans ses principes mêmes, il va à l'encontre de la doctrine d'État canadienne, doctrine qui a fait du multiculturalisme une composante essentielle de l'intégration de ses citoyens. Et cette matrice d'intégration par le multiculturalisme, c'est essentiellement la négation du statut national du Québec et c'est également, bien entendu, un élément central de la doctrine canadienne qui, même si le Canada se targue de ne pas avoir de culture de convergence, et c'est son paradoxe, se fait tout de même le tenant d'une doctrine qui est associée à son identité profonde. À cet égard, c'est important de le rappeler, c'est le Canada qui fait du combat de la laïcité un débat identitaire. Pour notre part, nous en faisons un conflit de légitimité. C'est la volonté du peuple du Québec qui est mise au défi par les institutions fédérales et c'est la raison pour laquelle il faut tenir fermement à la clause dérogatoire. Il faut le tenir également parce que le principe de la laïcité renvoie nos institutions
à un esprit séculaire, celui de la philosophie des Lumières qui a inspiré la pensée républicaine. Nous ne rejetons pas seulement la Constitution du Canada, nous en rejetons le régime et les catégories intellectuelles et philosophiques de ce régime. Il faut faire valoir le primat des hommes sur les préceptes religieux, ce qui ne se fait pas dans la monarchie constitutionnelle canadienne et dans la Constitution que nous n'avons pas signée. Et à cet égard, nous saluons la volonté du gouvernement de placer ailleurs que dans l'enceinte de délibération le crucifix. Nous aimerions également qu'il en fasse autant pour les symboles de la religion anglicane. Je vous rappelle que la reine d'Angleterre et du Canada est aussi un chef religieux et de ce point de vue, il faudrait traiter la religion anglicane comme toutes les autres et la sortir de l'enceinte. La laïcité est absolument consubstantielle à la pensée républicaine. C'est par elle que les citoyens sont tous égaux devant les lois. C'est par elle que la délibération peut se faire sans que personne ne puisse faire prévaloir autre chose que la volonté du peuple. Le communautarisme soutenu par le multiculturalisme ne fait que donner une apparence de tolérance à un régime qui, par définition, place en concurrence les croyances et déplace dans une éternelle mouvance les principes qui devraient inspirer la délibération du peuple. Il faut donc à cet égard réaffirmer que le lien social qui est défini par nos institutions se situe dans ce monde et non pas hors du monde, et qu'il tient de la volonté des citoyens et non pas de la puissance concurrentielle des communautés de croyances auxquelles il pourrait être tenté de se référer. Il y a donc essentiellement nécessité d'établir un espace neutre. Cet espace, nous le croyons aussi, doit être celui des institutions et en particulier celui de l'institution par excellence de la reproduction sociale, l'école. Et de ce point de vue, il nous semble essentiel que tous les acteurs en présence des enfants affichent la plus parfaite neutralité. De ce point de vue, les professeurs ne sont pas les seuls qui devraient être soumis à la règle d'exemption des signes ostentatoires, mais bien tous les personnels d'une école, tous ceux et celles qui interviennent auprès de nos enfants, qui doivent être absolument exempts de toute référence à des principes et à des croyances qui viendraient en concurrence avec l'affirmation solennelle « l'école est laïque ». Et ceux qui la construisent sont tenus à respecter le principe de la laïcité et à tenir un devoir de réserve quant à l'expression, pendant les heures de travail, de leurs croyances et de leurs opinions. Il n'y a pas de différence fondamentale à cet égard. Aucune croyance ne peut se substituer au principe de la laïcité. Il vous reste 2 minutes pour l'exposé. Désolé. Merci, Monsieur le Président, de me donner ces quelques minutes pour intervenir plus directement dans le contenu du projet de loi. Auparavant, je dois rappeler que nous sommes la plus vieille revue du Canada et nous sommes la 3e plus vieille revue de langue française au monde. Ceci nous amène donc à introduire un argument historique dans ce débat, à savoir que la question de la laïcité se pose au Québec dans un contexte de domination coloniale et ce débat existe depuis 2 siècles, depuis la querelle entre les écoles de fabrique et les écoles de syndic. Ce débat perdure. Une société ne peut pas évoluer en étant empêchée d'avancer par un autre régime politique. Ceci dit, nous sommes très heureux de voir que le gouvernement du Québec, avec ce projet de loi, s'inscrit dans la continuité historique des revendications des patriotes qui avaient inscrit dans leur déclaration d'indépendance en 1838 le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Ce projet de loi est un bon pas
dans la bonne direction, mais il est nécessairement insuffisant. Il est trop limité dans ses objectifs. Nous aimerions attirer l'attention des membres de cette commission sur ce que devrait être un État laïque. Un État laïque ne s'impose pas simplement par des considérations sur le port de signes ostentatoires. Un État laïque devrait s'attaquer au financement des écoles confessionnelles. Un État laïque devrait aussi établir une justice fiscale, car il est inadmissible que des non-croyants, par leurs impôts, contribuent au financement de la propagation de la foi. Nous sommes en faveur de l'égalité de tous les citoyens, pas seulement les citoyens croyants, mais aussi l'égalité des citoyens non croyants. Merci beaucoup.